Ben, merci beaucoup de toute cette journée déjà à tous les orateurs parce que je trouvais vraiment formidable tout ce qui a été dit. Je vous propose un peu de partir un peu sur des aspects plus lointains encore, comme le disait Frédéric, sur les aspects plus cosmologiques d'ailleurs, dans lesquels on va regarder un petit peu quelles sont les conséquences en fait de l'immense apport de connaissances que nous a amené DR2 et j'espère que DR3 sera encore mieux sur la nature des galaxies naines sphéroïdales et aussi sur la masse de la Voie lactée, alors la masse totale de la Voie lactée. Alors, c'est un travail qui a été fait en collaboration franco-chinoise et avec plusieurs co-auteurs qui travaillent beaucoup sur Gaia ou qui sont au GEPI. Je présenterai essentiellement les résultats de deux papiers. Un qui a un titre très clair, hein, Orbital Evidence for Dark Matter Free Milky Way Dwarf, et l'autre qui parle de la courbe de rotation et des aspects, je dirais, un peu théoriques en cosmologie sur quels sont les profils de matière sombre qui fonctionnent pour la, pour la Voie lactée. Alors, les révolutions, Gaia DR2, oui, a amené des résolutions parce que on passe en 6 dimensions et on arrive à passer en 6 dimensions à des distances qui sont assez grandes. Ça nous a donné la première courbe de rotation précise pour la Voie lactée, jusqu'à 25 kg par siècle, ce qui est quand même énorme. Et puis, l'autre évolution, c'est qu'avant, on n'avait que des mouvements propres pour les dwarfs sphéroïdales, les galaxies naines, les 9 les plus massives. Maintenant, on en a 44. Donc, ça change beaucoup. Alors, première chose, c'est ce qui a été fait par un groupe allemand. Christina Ehlers et son groupe ont réussi à trouver la courbe de rotation de la Voie lactée. Alors, ce que vous pouvez regarder sur cette figure, donc c'est la vitesse de rotation, vitesse circulaire en fonction du rayon. Ce qu'on avait à l'époque, en fait, c'était ces immenses barres d'erreur, vous voyez, avec des fluctuations qui allaient un peu dans tous les sens. Alors, pourquoi il y avait ces fluctuations? C'est que c'était le résultat de différentes calibrations. On n'avait pas les mouvements propres, effectivement. Et du coup, on se retrouvait avec quelque chose qui était très fluctuant. Et je dirais que la courbe de rotation de la Voie lactée était pas une bonne courbe de rotation, y compris comparée à des galaxies externes. Avec le travail qui a été fait, avec des coordonnées en 6 dimensions, pour 23 000 étoiles, des étoiles géantes rouges, on réussit à trouver des erreurs qui sont considérablement inférieures d'une part, mais aussi à une courbe de rotation qui est extrêmement régulière et qui décline légèrement. Alors, une des 6 coordonnées pourrait être contestée parce que pour les géantes rouges, c'est celle des distances. Mais en fait, cette courbe de rotation est confirmée par Rose et al. Avec cette fois justement des étoiles céphéides, on en a parlé tout à l'heure, et cette fois avec des distances précises. Donc, on a bien la courbe de rotation de la Voie lactée qui décline légèrement. Avec ça, on peut en déduire des masses, mais je vais y revenir. Alors, je vais y revenir. Pourquoi? Parce que pour trouver la masse totale à partir d'une courbe de rotation, il faut faire très, très attention à ce qu'on fait. Il faut faire très attention à la façon dont on présente les différents profils. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, c'est différents modèles qu'on a adoptés euh, en utilisant pour la matière visible des modèles existants. Par exemple, celui-ci, le modèle 1, c'est le modèle 1 de Pugliese et al., hein, qui a été fait aussi au GEPI. Et on associe à cette masse visible, on associe de la matière sombre. Alors, il faut faire très attention à la façon dont on associe la matière sombre, parce que la matière sombre, en fait, telle qu'elle est déterminée dans les simulations cosmologiques, est représentée par un profil d'Enasto. C'est un profil qui a 3 paramètres. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez en fait ce profil vert qui vous donne en fait la probabilité qu'on arrive à faire un bon fit de la courbe de rotation de la Voie lactée en fonction de la masse totale. Le résultat qui est intéressant, c'est que pour la grande majorité des différents profils, on trouve que les masses totales de la Voie lactée sont plutôt petites. Vous voyez ici, vous êtes de l'ordre de 3 10 puissance 11 masses solaires. Ça n'exclut pas aujourd'hui des masses jusqu'à 15 10 puissance 11, mais ça les place à des probabilités plus petites. C'est aussi consistant avec les orbites des amas globulaires. Alors, dans les révolutions apportées par Gaia DR2, on pourrait imaginer donc Gaia DR2 et Gaia DR3 encore plus, va commencer à nous donner de plus en plus de contraintes sur la masse totale de la Voie lactée. Et par ailleurs, on va discuter maintenant les premières mesures de mouvement propre qui ont été faites pour 44 galaxies naines sphéroïdales.
Alors, il faut imaginer quand même ces galaxies naines sphéroïdales, elles ont une importance en cosmologie parce que c'est de loin les plus petites galaxies détectables. Certaines de ces galaxies sont plus petites que les amas globulaires. Parfois, Ségué 1, par exemple, a moins de 1000 étoiles. Donc, c'est des galaxies un peu entre guillemets. Alors, le scénario standard cosmologique nous indique que les galaxies naines sphéroïdales doivent représenter la partie, je dirais, mal répertoriée de la fonction de masse. Alors, pourquoi mal répertoriée? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles, on a du mal à les trouver. Et dans ce paradigme, en fait, ces galaxies naines sont des satellites de notre galaxie, de la Voie lactée, et sont dominés par la matière sombre. Alors, pourquoi ils sont dominés par la matière sombre? Ce modèle cosmologique prédit un très grand nombre de sous-halos de matière sombre autour de la Voie lactée. Donc, évidemment, on a très envie de les associer à ces petites galaxies. Cette matière sombre joue aussi un rôle de bouclier, c'est-à-dire qu'elle protège les galaxies, elle protège ces petites galaxies d'être détruites par les très puissants effets de marée de notre propre galaxie. Alors, ça donne des résultats qui sont assez extrêmes, puisqu'on a des galaxies naines qui auraient plus de 1000 fois plus de matière sombre que de matière ordinaire. Donc, on peut se poser quand même quelques questions. Et puis, évidemment, ça explique aussi ce qui a été observé depuis 1982 par l'astronome américain Aronson, que la vitesse de dispersion des étoiles dans ces petites galaxies est trop élevée par rapport à leur masse. Donc, soit elles sont à l'équilibre, il faut de la matière sombre, soit elles ne sont pas à l'équilibre et il faut essayer de comprendre ces objets. Le premier problème qui a été posé immédiatement par GADR2, et c'était dès 2018, un article de Fritz et al., ont montré en fait que apparemment la plupart des galaxies naines sphéroïdales sont plutôt assez proches de leur péricentre. Et la plupart des petites galaxies sont sur des orbites qui sont très excentriques. Alors la question, est-ce que tout ça est bien compatible avec le fait que ce soit des satellites de la galaxie? Là, ce que je vous montre, c'est des orbites elliptiques excentriques comme celle de la comète de Halley. Et on sait très bien que la comète de Halley, on la voit pendant quelques mois, mais on ne la voit pas pendant 80 ans. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est la distribution équiprobable d'où devrait se trouver la comète de Halley. En fait, elle doit passer tout son temps à l'apocentre. C'est la deuxième loi de Kepler. Alors, par contre, la galaxie, ce n'est pas le Soleil, donc elle a une masse étendue. Et cette fois, les orbites, ce n'est plus des ellipses, c'est des rosettes. Donc, on a fait tous ces calculs, effectivement, pour essayer de trouver où ces galaxies se trouvaient sur leur orbite, en utilisant justement les modèles de masse utilisés dans le papier d'Ehlers et en utilisant le code GalPy qui a été développé par Bovie en 2015. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait quelque chose de très simple. On a pris deux échantillons, on a fait une hypothèse de satellites virtuels, des objets qui seraient des satellites de notre Voie lactée, où ils devraient se trouver, et puis les galaxies, ce qu'on observe, les galaxies naines. Pour calculer les probabilités, en fait, la probabilité de la position d'une galaxie sur son orbite, en fait, on utilise le temps orbital qui est passé à quitter ou à rejoindre le péricentre, et on utilise cette fraction sur l'orbite complète pour obtenir une probabilité. On a aussi appliqué une limite de détectabilité, parce qu'on veut éviter, évidemment, il y a des toutes petites galaxies qui sont tellement faibles qu'à 300 kPa, on ne les voit plus. Donc, on a mis tout ça en état de marche. On avait des simulations, en particulier de Monte-Carlo. Et voilà ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve ici, c'est qu'une écrasante majorité d'objets se trouvent proches de leur péricentre et pratiquement aucune, très peu, se retrouve à l'apocentre. C'est exactement le contraire de ce qu'on s'attend par la deuxième loi de Kepler, où on devrait s'attendre effectivement à avoir quelque chose d'homogène pour toutes les probabilités. Il en résulte, lorsqu'on fait un test statistique, Kolmogorov-Smirnov par exemple, sur une distribution, cette fois c'est la même distribution, simplement elle est cumulée, donc à nouveau les péricentres sont par là et les apocentres sont par là, et on se retrouve effectivement avec des probabilités qui sont extrêmement basses, c'est-à-dire deux parties, typiquement 2-10-7, c'est extrêmement faible. Donc, le résultat Gaïa sur la nature des galaxies lointaines, il dit simplement que ces galaxies naines sont vraiment trop proches de leur péricentre. La probabilité que ce soit des satellites, c'est 2-10-7. Ce n'est donc pas des sous-halos qui orbitent autour de la galaxie. Et ce serait plutôt consistant, cette fois, vu que les orbites sont très excentriques, en particulier des objets les plus petits, ça fait
ça suggère en fait une possibilité qui soit comme les nuages de Magellan. Hein. Vous savez que les nuages de Magellan sont à leur premier passage, ils viennent d'arriver aux environs de la Voie lactée, et ça pourrait être parfaitement consistant en acceptant le fait qu'on ait des mécanismes, et ces mécanismes, on les connaît, des mécanismes qui permettraient de freiner de freiner ces objets à leur entrée. Donc ça semble compatible avec un scénario qu'on a mis au point, qui est un scénario de choc de marée, qui pourrait très bien expliquer ce genre de choses. En fait, le choc de marée, il vous propose quelque chose de très très simple. C'est que les galaxies naines qui ne sont pas autour d'une grande galaxie sont toutes riches en gaz. Donc quand une galaxie tombe, une petite galaxie tombe dans une très grande galaxie, ce qui va se passer, c'est que les effets de pression dynamique vont déséquilibrer le système et ces petites galaxies vont perdre leur gaz. En même temps, elles vont être freinées, elles vont se retrouver sur des orbites qui sont moins excentriques que les orbites dont a parlé par exemple Jean Schneider pour les objets extrasolaires, mais ça va être quand même des orbites qui vont être relativement excentriques. Et du coup, au passage au péricentre, évidemment, ces objets sont en cours de destruction. Et cet effet-là expliquerait facilement justement la grande vitesse de leurs étoiles. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a appliqué le modèle de marée, hein, simplement, de la galaxie, pour voir si ça expliquait bien les vitesses de dispersion. En fait, les chocs de marée, les effets de choc de marée sont des effets qui vont le long de la direction du centre galactique, c'est-à-dire le long de la ligne de visée. Et effectivement, les vitesses de dispersion qu'on a mesurées, c'est le long de la ligne de visée. Et effectivement, on retrouve qu'on reproduit très, très bien avec les chocs de marée, on reproduit très, très bien ce qui est observé, c'est-à-dire la dispersion de vitesse des galaxies naines. Alors, du coup, on essaie de comprendre un petit peu plus, de comparer cette fois les effets de choc de marée avec la possibilité de matière sombre. En fait, la mesure des vitesses de dispersion se fait vraiment le long de la ligne de visée. Ce que l'on mesure, effectivement, c'est uniquement des quantités le long de la ligne de visée. Alors, ça a un impact énorme, ça, parce que ce qu'on mesure, en fait, c'est l'accélération due soit au choc de marée, soit à l'existence de matière sombre, à un point donné dans la galaxie naine. Donc, on peut calculer ces accélérations. Je vous passerai les formules. Elles sont assez simples et elles dérivent directement de l'application des effets de marée, d'une part, ou des formules utilisées par exemple, Walker et al. Ou Wolf et al. Pour établir la masse sombre. Et on a essayé de corréler ça à la distance vers le centre, à distance d'une dwarf sphéroïdale, avec l'accélération. Effectivement, dans les chocs de marée, par définition, c'est les chocs de marée, donc ils dépendent de la distance. Donc, vous voyez dans cette équation, vous avez l'accélération due à la Voie lactée, qui est typiquement l'inverse du carré de la distance. Et puis, par contre, l'accélération due à la matière sombre, c'est intrinsèque, c'est-à-dire c'est un système qui est protégé de la galaxie. Et effectivement, vous ne devez pas vous attendre à des corrélations. Effectivement, il y a une corrélation qui est forte, avec une probabilité de l'ordre associée de l'ordre de 3-10-4. Donc, il semble que tant du point de vue de leurs orbites que du point de vue de leur accélération, les propriétés des galaxies naines sphéroïdales semblent obéir à des chocs de marée, et il semble que ce soit plutôt des objets en destruction que des objets qui tournent autour du centre de la Voie lactée depuis plusieurs milliards d'années. Donc, un peu pour résumer, les mouvements en 3D, en fait, dévoilent les orbites. Et ainsi, grâce à ça, et c'est vraiment tout nouveau, c'est quelque chose qui est unique, la présence, l'impact ou l'absence de matière sombre. Alors, pour les galaxies naines de la Voie lactée, clairement, elles sont trop proches de leur péricentre, donc c'est très difficile à réconcilier avec des satellites en rotation depuis plusieurs milliards d'années. Pour la courbe de rotation de la Voie lactée, cette courbe est déclinante. Ça favorise des masses totales qui sont plutôt faibles. Elle reste quand même plus élevée que la masse en baryon, que la masse en matière ordinaire. Mais c'est quand même une courbe de rotation qui est déclinante. Et pour l'instant, les modèles les modèles favoris pour la matière sombre nous donnent plutôt des masses totales qui sont plutôt faibles. Et puis enfin, on explique très bien, pour revenir aux galaxies naines, leur vitesse de dispersion par des effets de marée. Et c'est des chocs de marée. Et en fait, on ne peut pas reproduire ça par de la matière sombre. Donc,
matière sombre la matière sombre dans les galaxies naines de la Voie lactée est un scénario qui est assez difficile à soutenir aujourd'hui. Évidemment, on attend tout de Gaïa DR3, parce qu'on va savoir si on vérifie cela, parce que ça, vous en doutez que ça a quelques conséquences sur la cosmologie, ou alors si ça infirme ce genre de choses. Et puis, obtenir une meilleure courbe de rotation, mais cette fois en particulier entre 20 et 25 kg par sec, c'est une question que j'aurais dû poser, en particulier sur les étoiles variables. Est-ce qu'on pourra avoir suffisamment d'étoiles variables à ces distances-là, mais en plus dans le disque, hein, c'est quelque chose qui n'est pas complètement simple. C'est vrai que ce serait extrêmement utile pour connaître la masse totale de la Voie lactée. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci François. Ce n'est pas simplement des chocs de marée, ça ressemble à un choc pour la cosmologie aussi. Est-ce qu'il a joué qu'il y a des questions? Annie Robin dit si la pression dynamique est forte, les orbites calculées par Galpine ne sont pas correctes s'il néglige ses effets. Absolument, absolument exact. On a fait un test avec Yangbing Yang, en fait, qui a été de prendre une galaxie d'une taille comparable à celle de UMI, et on a essayé de vérifier ce genre de choses. Effectivement, quelque part, on n'a pas le droit d'utiliser GalPy, puisque GalPy n'inclut pas les effets de pression dynamique. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à vérifier pour une de ces galaxies qui serait un progéniteur de UMI, donc qui serait bourré de gaz à hauteur de 80%. On s'est rendu compte en fait que le freinage était suffisamment effectif pour faire passer une excentricité de 1,3 à 0,7. Laurent Chemin te demande en fait que, puisque avec Gaïa on a les mouvements en 3 dimensions, pourquoi se limiter à la dispersion le long de la ligne de visée? Ça, c'est une question très excellente parce que ce que je peux dire, c'est que notre groupe, et là c'est Karine, hein, je me souviens, et il y avait Mathieu Puech qui avait travaillé aussi dessus, on s'était lancé effectivement dans cette aventure-là qui consistait à essayer de trouver effectivement la vitesse de dispersion de ces objets, mais en 3D, effectivement. Et on s'est rendu compte en fait que pour l'instant, on était loin, je crois que bon, si Karine pouvait parler, peut-être Frédéric, tu le sais, mais je crois qu'on avait bien un facteur 10, hein, je crois, si je ne m'abuse. Il nous manquait un facteur 10 sur les précisions. Oui. Catherine demande en fait de clarifier en fait cette histoire. Pourquoi les galaxies naines seraient toutes proches de leur péricentre? Mais alors ça, c'est une question de... Alors, dans un cadre où il y a des chocs de marée, on le comprend bien dans le sens où les objets, en fait, arrivent à leur péricentre comme le LMC, comme le Grand Nuage de Magellan. Alors, il faut quand même penser que le Grand Nuage de Magellan, il est absolument gigantesque par rapport à toutes ces petites galaxies. Et on peut penser effectivement qu'il y a un passage privilégié en ce moment, à notre époque, qui correspond aussi au passage du nuage de Magellan. Et si ces objets se retrouvent au péricentre, effectivement, là, les chocs de marée expliquent leur vitesse de dispersion. Donc, il s'agit effectivement de deux possibilités, deux alternatives. Une alternative où on essaye absolument d'avoir ces objets satellites de notre Voie lactée. Et effectivement, on va avoir quand même le problème de ne pas pouvoir expliquer. On n'arrivera pas à expliquer pourquoi ces objets sont proches du péricentre, parce que c'est absolument antinomique. On peut essayer d'augmenter énormément la masse de la Voie lactée pour avoir des trajectoires plus circulaires, quelque part, donc des objets qui seraient un peu moins proches de leur péricentre. Mais les études de Gaïa, justement, nous disent que la Voie lactée, elle aura du mal à avoir des masses aussi grandes que ça, puisque ça ne dépasse pas 15, 10 puissance 11 masses solaires. C'est vraiment la limite qu'on a actuellement, hein, avec Gaïa DR2. L'autre alternative, c'est qu'on a effectivement un passage exceptionnel qui est peut-être lié au nuage de Magellan, et des simulations numériques commencent à le montrer, qui pourraient expliquer effectivement pourquoi ces objets se trouvent au péricentre. Paola demande sur la question des calculs des orbites, comment la friction dynamique a été prise en compte pour les calculs. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les positions des galaxies naines par Mais en rapport... fait, ça, par contre, Galpy en tient compte, hein, ça c'est directement inclus. Et puis par ailleurs, d'autre part, hein, pour les objets qui sont les plus excentriques, la friction dynamique est très petite parce que les objets sont vraiment très petits. Et Thibaut Merle demande si vous prenez en compte la présence des binaires dans la dispersion des vitesses.
est-ce que ça pourrait, comment ça peut affecter en fait les conclusions sur la dispersion due aux dispersions des vitesses intrinsèques des binaires sur le. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est bon, quelque part, c'est pas nous qui l'avons fait. Hein, tout ce travail repose sur le travail d'un très grand nombre de scientifiques, qui d'ailleurs je salue parce que il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait depuis 1982, depuis la première découverte de 3 étoiles dans Draco par Ronson. Et effectivement, maintenant, ces études essayent autant que peut se faire de calculer le nombre de binaires dans ces galaxies naines et d'utiliser un certain nombre de tests, en particulier sur la gravité des étoiles, un certain nombre de tests pour isoler les binaires et les rejeter. Alors, c'est sans doute pas complet, mais pour la majorité des galaxies, je dirais que c'est suffisant en tout cas pour que les valeurs de sigma soient bien fiables. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je reviens en arrière. Laurent Pagani doit croire que je lui en veux vraiment, parce que j'ai zappé sa troisième remarque. Il indiquait, alors ça c'est pour Louise Breval, il indiquait que pour le H0, pour les mégamasers, on en a mesuré 6 maintenant, avec une valeur de 73,9. Est-ce que Louise, tu veux commenter ou... Oui, je viens de voir justement le commentaire. J'étais pas au courant de toutes les estimations de H0. En fait, je regarde surtout celles des céphéides. Nous, ce qu'on peut faire, c'est, comme on remplace les parallaxes HST par celles de Gaïa, on regarde surtout les valeurs de H0 de la Voie lactée, éventuellement du LMC. Donc, disons que nos estimations de H0 ne dépendent pas vraiment des mesures des mégamasers. Mais c'est plutôt les valeurs finales, notamment celles que détermine Adam Riess, qui sont vraiment des moyennes sur toutes les encres. Et moi, j'ai vraiment fait que la Voie lactée. Donc, voilà. Merci Louise. Je ne vois pas d'autres questions. Du coup, je voudrais remercier en fait l'ensemble des orateurs de cet après-midi qui ont montré en fait comment ils avaient réussi à utiliser de façon subtile les données Gaïa. Et on se doute bien en fait qu'avec Gaïa EDR3, ils vont pouvoir, peut-être même justement une page de publicité, il y a une action fédératrice Gaïa dans l'Observatoire qui est soutenue par le Conseil scientifique, y compris soutenue financièrement. Et donc, c'est le moment sans doute de vous y inscrire pour l'année prochaine.